Les carnets de l'apothicaire, tome 6 par Yuka Natsu, chapitre 7, les intentions d'Aijin. Un médecin venu de l'extérieur, généralement le père de Mao Mao, visitait le Rogong environ tous les 10 jours. Les concubines de haut rang étaient examinées une fois par mois, les autres seulement tous les 3 mois. Il était bien entendu difficile de contrôler la santé de tout le monde dans ces conditions, mais les ordres étaient les ordres. 9 jours s'étaient écoulés depuis leur dernière visite à la cour intérieure. Mais à part la surveillance constante de ses deux consoeurs, ce furent 9 jours tout à fait ordinaires pour Mao Mao. Seul tracas dans la vie de l'apothicaire, chacune des lettres qu'elle recevait était ouverte et dûment examinée. Par chance, Jinji ne lui envoyait aucune missive à son nom. Il empruntait celui de Gao Shun. Autre fait qui lui importait peu, Bazen avait repris ses fonctions d'assistant. Sa guérison avait été anormalement rapide compte tenu de la gravité de ses blessures. « Nous ne sommes vraiment pas fait pareil », songea la jeune fille. Comparer la capacité de récupération du soldat avec d'autres personnes pourrait constituer une expérience intéressante. Une lettre de Sadzan la rassura sur l'état de l'apothicarerie. Il regrettait cependant le caractère pénible de Kokuyo. Le médecin vérolé était insupportablement jovial, mais l'apprenti de Mao Mao devrait apprendre à s'en accommoder. Il arrivait que des illustrations de Mao Mao le chat se glissent dans les lettres de Sadzan, des présents de Chou. Au lieu d'y apposer un tampon, il imprégnait les coussinets de la petite féline d'encre rouge et les pressait sur le papier. À en juger par les traces de griffures, il avait probablement obtenu sa signature par la force. Yao étudiait avec attention l'une des illustrations sous prétexte de surveiller le courrier de sa consoeur. Après l'avoir longuement examinée, elle la rendit à contre-cœur à Mao Mao. Un demanda plus tard à l'herboriste si elle accepterait de la lui donner, sans doute pour la remettre à Yao. Les deux assistantes médicales semblaient croire que la femme au teint pâle était un simple nom de code. Son identité intriguait mais sa maîtresse n'y prêtait guère attention. Elle ne chercha pas à en savoir davantage. La femme au teint pâle. Mao Mao était convaincu qu'il s'agissait de Pei Nyang Nyang, même s'il n'était pas exclu qu'elle se trompe. Si ce n'est pas elle... L'apothicaire se remémora l'artiste peintre qu'elle avait sauvé d'une intoxication alimentaire. Le tableau d'une femme sublime aux pupilles rouges et à la chevelure de neige ornait les murs de sa maison. Il avait déclaré l'avoir rencontrée dans les contrées de l'Ouest. Peut-être était-ce la femme au teint pâle à laquelle faisait allusion Aijin, elle qui était originaire de Chao. Mao Mao secoua la tête. Non, la concubine n'aurait pas pris soin de préparer une telle énigme si cela avait été le cas. Et il devait bien s'agir de Pei Nyang Nyang. Malgré tout, l'herboriste n'arrivait pas à se sortir le modèle du tableau de la tête. « Et s'il y avait un lien ?» s'interrogea-t-elle. Elle aurait la réponse à sa question dès le lendemain, lorsqu'elle reverrait Aijin. Le nombre de femmes détenant le titre de concubine à la cour intérieure ne dépassait pas la centaine. Lorsqu'une favorite quittait le Rogong, les rumeurs allaient bon train, mais on faisait en général peu cas des départs des concubines de rang inférieur. Elles étaient parfois offertes en mariage à des fonctionnaires ou renvoyées à leur famille sans jamais avoir été touchées par l'empereur. De nombreuses occupantes du palais ricanaient à l'idée de le quitter, mais l'herboriste n'était pas du même avis. Mao Mao, ainsi que Yao accompagnaient Luomen et le médicastre dans leur ronde à la cour intérieure. Il s'agissait de la 2e fois déjà. Ils arrivèrent devant une porte où était accrochée une plaque marquée d'un numéro et décorée d'une fleur. La chambre d'une concubine de bas rang. Un tissu noir y était également suspendu, ce qui signifiait que l'occupante avait trépassé. « Vous pensez qu'elle était souffrante ?» demanda Yao. Si elle avait été malade, Luomen s'en serait rendu compte lors de sa dernière visite. Cela ne laissait qu'une possibilité. « Il s'agit probablement d'un suicide », répondit la jeune herboriste. Un triste dénouement qui n'avait rien d'inhabituel. Tant qu'aucun indice ne laissait penser à un homicide, personne n'y prêtait attention. Les occupantes du Rogong ne se donnaient bien entendu pas la mort tous les jours, mais ces événements arrivaient trop fréquemment pour marquer les esprits. Les fleurs de la cour appartenaient toutes à des variétés différentes, ce qui n'empêchait pas la plupart d'entre elles d'être intimement convaincues d'être plus belles que leurs semblables. Avec cette haute opinion d'elles-mêmes, plusieurs sombraient dans le désespoir en découvrant le fossé qui séparait leurs attentes et la réalité.
Des servantes comméraient près du groupe de Mao Mao. « On raconte qu'elle était alcoolique », médisait-elle. Absorbées par leur conversation, elles n'entendirent pas les médecins s'approcher. Lorsqu'elles s'aperçurent enfin de la présence des hommes en blanc, elles s'empressèrent de retourner à leurs tâches. « C'est un véritable cimetière pour femmes ici. » Ou un champ de bataille, plutôt. Les vaincues n'avaient d'autre choix que de disparaître. Dans un sens, les domestiques, quand bien même elles travaillaient d'arrache-pied, étaient plus libres que les concubines. Au moins leur contrat avait-il un terme. En se montrant patientes, elles pouvaient un jour quitter les lieux. Le programme du jour comprenait le tour des chambres des concubines de bas rang avant de s'achever dans les appartements d'Aijin. Bien qu'elle ne soit pas prévue au départ, la concubine avait insisté pour qu'il lui rende visite. Était-elle souffrante? Ou bien voulait-elle s'assurer de quelque chose? Le groupe entama la tournée par la résidence d'une concubine dont la porte était ornée d'un symbole de camélien. « Non, je n'ai pas de problème particulier », déclara la jeune femme. Elle portait un parfum trop enivrant et se faisait éventer par sa suivante. L'effluve suffocant qui emplissait la pièce donna envie à l'apothicaire de se pincer le nez. Avec la chaleur de l'été et les fenêtres fermées, l'odeur n'avait nulle part où se dissiper. « Dire qu'elle est au goût de Sa Majesté impériale ?» regretta Mao Mao. La robe au col bien ajusté de la concubine ne cachait pas ses formes voluptueuses. Ses traits lui donnaient un air vaguement menaçant, mais elle semblait plutôt vive d'esprit. Autrement dit, exactement les caractéristiques appréciées par le vigoureux empereur. L'herboriste jeta un coup d'œil au carnet du médicastre ouvert à la page de la concubine au parfum trop prononcé. Dessus figurait son historique médical et le nombre de nuits passées dans les bras de Sa Majesté impériale. J'en étais sûre. Le souverain lui avait bel et bien rendu visite, une fois. S'il n'avait pas renouvelé l'expérience, le goût immodéré de la concubine pour le parfum en était sans doute la cause. Les senteurs exotiques devenaient généralement très vite capiteuses. Une seule goutte derrière les oreilles aurait suffi pour rendre l'odeur plaisante. La procédure pouvait paraître crue, mais les visites nocturnes de l'empereur étaient religieusement consignées dans un registre, sans exception. Chacune d'entre elles devait être signalée au médecin. Qu'il s'agisse d'un devoir n'enlevait rien à sa pénibilité. Comme du temps de l'impératrice Gyokyo, se remémora Mao Mao. Quand elle travaillait au pavillon de Jade, l'empereur rendait visite à la noble concubine tous les 3 jours, parfois même plus souvent. À chaque fois, quelqu'un était posté devant leur chambre pour confirmer qu'ils consommaient bien leur union. Cette mission incombait généralement à Hongnian, la première dame de compagnie, mais lorsque Sa Majesté passait plusieurs nuits d'affilée et que le travail se faisait trop éreintant, Mao Mao prenait la relève. Rien d'insupportable quand on vient du quartier des plaisirs. Et pourtant, même pour les oreilles expertes de l'herboriste, entendre les voix des 2 tourtereaux traverser les murs était une épreuve. Pour Hongnian, célibataire à 30 ans passés, c'était proche de la torture. Que l'on conserve la trace de chaque relation charnelle suffisait à démontrer que la cour intérieure était un endroit hors du monde. Cette concubine au parfum capiteux ne serait sans doute plus jamais honorée par une visite de l'empereur, mais elle tirait une grande fierté de son expérience. Une telle attitude orgueilleuse face à une unique visite rendait son sort encore plus pathétique aux yeux de Mao Mao. À présent que la jeune femme avait partagé sa couche avec Sa Majesté impériale, elle était condamnée à rester au Raogong pour une durée indéterminée. Tellement elle n'abusait pas du parfum. Son nez devait avoir un problème. L'herboriste ne voyait pas d'autre explication. Et, à y regarder de plus près, c'était certainement vrai. Les petites lèvres bien dessinées de la concubine ne cessaient de s'entr'ouvrir. Or, il ne s'agissait pas d'un tic. Elle respirait bel et bien par la bouche. Les êtres vivants inhalaient normalement par le nez. C'est le cas des chiens et des chats, ainsi que des êtres humains. Si la jeune femme aspirait et expirait l'air par la bouche, son nez était probablement bouché. Elle supposait qu'elle ait pris cette habitude dès l'enfance, l'alignement de sa dentition avait dû s'en trouver affecté. « Comment sont ses dents ?» se demanda l'apothicaire. Luomen avait manifestement suivi le même raisonnement, car il fit ouvrir la bouche à la concubine. L'examen ne montra aucune anomalie. « Éternuez-vous souvent ?» l'interrogea-t-il. « Oui, » répondit la patiente. « Vous arrive-t-il d'avoir le nez bouché ?»« Toujours au printemps et au début de l'été, et cela s'est aggravé depuis mon arrivée à la cour intérieure. »« Avez-vous du mal à dormir ?»« Non, tant que je n'ai pas le nez obstrué. » Luomen prenait des notes au fur et à mesure des réponses.
Le médicastre observait la scène, nonchalant. Mao Mao sortit donc la sacoche avec les remèdes à sa place pour la donner à son père, qui y trouva de quoi calmer l'écoulement nasal de la jeune femme. Prenez cette décoction. Si le traitement perturbe votre sommeil, arrêtez-le. Vous aurez peut-être envie d'uriner plus fréquemment. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Je crains que le parfum que vous utilisiez ne soit pas bon pour vous. Appliquez-le avec parcimonie ou changez-en. D'accord. La concubine acquiesça sans protester. Cette attitude pleine d'humilité lui était peut-être inspirée par la reconnaissance de voir le médecin prendre la peine de s'occuper de son problème nasal. Aucun des détails que Mao Mao remarquait n'échappait à son père. Il avait même fait comprendre avec toute la délicatesse possible à la concubine que son parfum était trop capiteux. Sans cela, elle aurait probablement dû attendre de retrouver l'odorat pour se rendre compte de l'usage abusif qu'elle en faisait. Dès qu'ils eurent quitté les appartements de la jeune concubine aux camélias, Luomen se mit à inspecter le jardin. Il y abondait des fleurs aux couleurs chatoyantes de l'été. « Je me demande d'où est originaire cette concubine, » dit-il. « Elle vient d'une contrée du nord-est, près du désert, » expliqua le médicastre en ouvrant son carnet. « Le climat doit y être rude. » Le vieil apothicaire se tourna vers les 3 assistantes. « Profitons de l'occasion pour nous creuser les méninges. Quelle est la cause de son état, selon vous » demanda-t-il, un doux sourire aux lèvres. Mao Mao voulut prendre la parole, mais elle se ravisa en voyant le regard appuyé que lui lança son père. La question s'adressait à Yao et à NN. La première leva lentement la main. « Serait-ce en raison des fenêtres fermées ?» L'espace était effectivement confiné, cela expliquait la persistance de ce parfum entêtant. C'est l'un des facteurs, en effet. L'appartement semblait bien tenu, mais nul n'aurait pu affirmer qu'il était correctement aéré. De plus, le groupe n'ayant pas eu l'occasion de voir la pièce où dormait la concubine, il ne pouvait être exclu qu'elle soit poussiéreuse. Je reviens juste un instant, s'il vous plaît. Carte malade de chat. Obligé de lui montrer où est sa litière maintenant. Oh. La chambre est peut-être insalubre, poursuivit Yao. Si le lit est sale, les insectes pourraient y faire leur nid et lui transmettre des maladies. Il s'agissait d'une éventualité, mais Mao Mao ne partageait pas son avis. La concubine n'a pas renoncé à s'attirer les faveurs de sa majesté impériale. Elle gardait sans doute sa chambre en état de recevoir l'empereur à tout moment. Son parfum, bien que trop prononcé, était une manière de prendre soin d'elle. Son nez bouché l'empêchait simplement de le doser correctement. Mao Mao observa les herbes et les arbres du jardin. Son état empire au printemps et au début de l'été. Elle s'accroupit pour cueillir quelques herbes qui poussaient au bord du chemin, de l'armoise. La jeune herboriste utilisait souvent cette plante pour ses séances de moxibustion. On en trouvait un peu partout, mais probablement pas dans la région où avait grandi la concubine. En voyant la mine ennuyée de sa fille, Luomen lui prit l'armoise des mains. Toujours égale à elle-même, semblait-il penser. « Je suis certain que la chambre de la concubine est immaculée, » dit-il. « Elle doit être prête à recevoir sa majesté le jour où elle décidera de lui rendre visite, d'autant plus qu'elle lui a déjà tenu compagnie une fois par le passé. » Yao paraissait contrarié de s'entendre dire qu'elle avait tort. Luomen la rassura brillamment. « Tu as relevé des éléments très intéressants. L'insalubrité est la cause de bien des maladies, en particulier quand il s'agit des chambres. » Son interlocutrice ne savait sur quel pied danser.
Le compliment lui faisait plaisir, elle s'en trouvait flattée, mais il venait tout de même d'un eunuque. Dire que j'avais la bonne réponse, se lamenta Mao Mao. Elle avait conscience de manquer de maturité, surtout comparée à Yao bien plus jeune qu'elle. Malgré tout, son père était l'une des seules personnes avec qui elle osait se montrer aussi puérile. Les éternuements sont parfois causés par des plantes et des fleurs comme celle-ci, reprit Luomen. Un mal différent des coups de froid. Il arrivait que le pollen et les spores provoquent des éternuements ou des écoulements nasaux incontrôlables lorsqu'ils pénétraient les voies respiratoires. Le pollen met le corps sans dessus-dessous, d'où les éternuements. Le vieil apothicaire était allé droit au but, ce qu'il ne faisait pas en temps normal avec sa fille. Bien qu'il sache que des mécanismes un peu plus complexes entrent en jeu, Luomen avait volontairement simplifié les choses pour Yao et Un. Les deux assistantes médicales le regardaient d'ailleurs avec admiration. Même le médicastre était impressionné. « C'est toi qui es censé être le professeur ici !» se retint de le tancer Mao Mao. Yao leva de nouveau la main. « Excusez-moi, si le pollen met le corps sans dessus-dessous, ne devrait-on pas tous éternuer ?»« Excellente question !» acquiesça Luomen, un sourire aux lèvres. Tout comme certaines personnes sont plus sujettes aux coups de froid, d'autres ne sont pas affectées par le pollen. Parfois, le corps peut se mettre à réagir alors que tout allait bien auparavant, simplement parce que vous êtes affaibli par une autre maladie, par exemple. Cela peut aussi arriver après un long voyage ou lorsque vous vous installez dans une autre région. À l'instar de la concubine aux camélias. Je le savais, moi, pesta silencieusement Mao Mao en faisant l'amour. Son père lui lança un regard contré. La plupart des médecins étaient pétris d'orgueil et rechignaient à transmettre leur savoir. « Contentez-vous d'observer » était le mot d'ordre. Toutefois, Luomen était différent. Excellent pédagogue, il ne refusait jamais de répondre aux questions, quelles qu'elles soient. Sa fille n'était plus une enfant, elle saurait surmonter cette petite blessure d'ego, ce qu'elle fit aussitôt, alors que le groupe se dirigeait vers la résidence de la prochaine patiente. Après avoir rendu visite à une dizaine de concubines, ils se mirent en route vers les appartements d'Aijin. Mao Mao avait du mal à se résoudre à l'appeler Dame Aijin, non à cause de sa qualité d'étrangère, auquel cas elle aurait rencontré le même problème avec l'impératrice Gyokyo, mais parce qu'elle n'arrivait toujours pas à se faire à l'idée qu'elle soit entrée au rang Gong en tant que concubine. Une suivante affable leur ouvrit la porte avant de les conduire dans la même pièce que la fois précédente. Un tira sur la manche de la jeune herboriste avant d'y pénétrer. « Oui, je sais. » Mao Mao était la complice de ses consoeurs, mais Yao jouait le rôle de meneuse. Aux yeux de la jeune herboriste, Un serait plus à même de s'adapter et de régler cette affaire, sauf qu'il lui fallait avant tout soutenir sa maîtresse. À quel moment aborder le sujet? La concubine fit son entrée, le visage rouge et fiévreux. L'apothicaire ignorait si elle jouait la comédie ou si elle était vraiment souffrante, mais le feu sur ses joues avait quelque chose de séduisant. Quelle poitrine généreuse! Compte tenu de son état, la concubine ne portait qu'une simple tenue de nuit. L'une de ses dames de compagnie la regardait d'un œil réprobateur. La jeune herboriste nota que Un comparait la gorge de sa maîtresse avec les attributs d'Aijin, mais s'abstint de faire le moindre commentaire. Un avait-elle l'intention d'aider Yao à grandir davantage? « Je vais prendre votre pouls, » dit Luomen. Que la concubine soit aussi affriolante n'avait que peu d'importance puisque les hommes présents n'avaient plus aucun moyen de l'honorer. Alors, si. Mais c'est un tout autre débat. Le vieil apothicaire et le charlatan avaient perdu tout intérêt pour la chose depuis un bon moment, pour ainsi dire. Luomen examina Aijin avant de lui préparer un remède. Comme elle disait souffrir de raideur à la nuque, il mêla du maranta à sa concoction. Ce n'est qu'un coup de froid. Le changement d'environnement a dû fragiliser votre santé. Merci beaucoup. Je m'étais fait la même réflexion lors de votre dernière visite. Toutefois, je suis étonnée que les médecins d'ici ne récitent pas de sorts. La surprise se lisait sur son visage. Certains praticiens ont recours à ce genre de traitement, mais ce n'est pas mon cas, dit Luomen en prenant soin de ne pas vilipender ces pratiques pourtant douteuses. Ils existent donc, répondit-elle. Si vous êtes adepte de ces méthodes, je peux revenir avec un spécialiste.
Aijin secoua la tête. « Non, je suis soulagée que vous n'en fassiez pas usage. Je n'en ai pas l'air, mais j'étais une apprentie prêtresse autrefois. Je préfère ne pas suivre les enseignements d'une autre religion. » C'était donc ça. Si vous croyez en la grande prêtresse, c'est tout à fait naturel. L'empereur n'était pas intransigeant au point de forcer les occupants de la cour intérieure à renoncer à leur foi. Il était même prêt à se montrer tolérant tant qu'elles pratiquaient leur religion en toute discrétion. La jeune femme avait quitté son pays sans pouvoir se résoudre pour autant à abandonner sa foi aussi facilement. Je connais un peu les croyances de Shao. Qu'allez-vous faire pendant les cérémonies religieuses qui se tiennent ici ? Le Rogong observait certains rites culturels. Cela ne sera pas un problème. Si l'on m'y autorise, j'y prendrai part. Autre pays, autre mœurs, comme le dit l'adage. Une souplesse qui était tout à son odeur. Odeur. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle allait faire là, Ilona ? Ilona ! Je sais pas ce qu'elle fout comme carré. Tout à son honneur. Yao écoutait leur conversation un brin nerveuse. Elle craignait de laisser passer sa chance de s'entretenir avec la concubine. Mao Mao estimait de son côté que repartir sans lui adresser la parole était la meilleure attitude à adopter. Toutefois, le rôle d'un subordonné digne de ce nom était d'assister son supérieur quand ce dernier se trouvait en délicate posture. Ainsi, tout à coup, un craquement retentit dans la pièce. Han venait de croquer dans un des gâteaux de riz disposés sur la table. Elle le dégustait comme s'il s'agissait de la chose la plus naturelle au monde, sans rien laisser paraître. « Han, gronda sa maîtresse. Puisque Yao avait pris l'initiative de la réprimander, ni l'woman ni le médicastre n'eurent besoin d'intervenir. Sauf qu'il n'était pas dans le caractère Dun d'enfreindre ainsi l'étiquette. « Oh, pardonnez-moi, ils sont tellement appétissants que je n'ai pas pu m'en empêcher. »« Ne t'en fais pas, ils sont là pour ça. » répondit Aijin, toujours aussi léthargique. Le moment tant attendu était arrivé. Han plongea son regard dans les yeux de Yao qui comprit enfin le but de la manœuvre. « Je reconnais qu'ils ont l'air délicieux, » dit-elle. « Les gâteaux que vous nous avez gracieusement offerts l'autre jour étaient exquis, aussi uniques que leur couleur blanche. » Les biscuits avaient certes une forme particulière, mais ils n'étaient pas blancs. Elle tentait de faire comprendre à la concubine qu'elle avait déchiffré son énigme. Aijin ne sia pas, mais ses suivantes semblaient perplexes. Ignorait-elle ce que refermaient les gâteaux, ou bien la concubine leur avait-elle fait croire qu'il s'agissait de prédictions de bonne fortune ? Je suis ravie qu'il vous ait plu. Faire de la pâtisserie est l'un de mes passe-temps et j'en ai également préparé aujourd'hui. N'hésitez pas à vous servir et à en prendre pour chez vous, répondit la concubine avec un sourire. Impossible de deviner si elle avait compris le message de Yao. Une chose était certaine, cependant. Mao Mao avait hâte de voir ce que ces nouveaux biscuits leur réservaient. De retour du Rogong, les trois dames de la cour vérifièrent ensemble les gâteaux d'Aijin. Aucune énigme cette fois, mais une simple lettre les invitant à se rendre au restaurant près du dortoir. Chacune avait reçu le même message. Elles devaient donc bel et bien réussir le test ensemble. La plupart des établissements du nord de la capitale étaient des endroits fastueux. Le lieu du rendez-vous lui-même se trouvait être un restaurant de luxe, fréquenté par les fonctionnaires et disposant de plusieurs salles privées. « J'ai l'impression que nous détonnons un peu des autres clients », fit remarquer Yao. Il s'agissait d'un établissement extraordinairement somptueux qui, de surcroît, servait de l'alcool. Une adolescente distinguée de 15 ans telle que Yao n'avait sans doute jamais mis les pieds dans ce genre d'endroit. Le lieu convenait mal à trois jeunes filles non accompagnées, attirant une clientèle avant tout masculine, mis à part les serveuses, on n'y comptait presque aucune femme. Se tenir à l'écart de ce genre de restaurant aurait donc mieux valu. Mao Mao, qui avait l'habitude des ivrognes du quartier des plaisirs, ne se souciait guère des regards froids que leur jetaient les clients. Personne ne semblait cependant avoir bu au point de perdre la raison. Une serveuse au maquillage sophistiqué vint les accueillir. « En quoi puis-je vous aider ?» leur demanda-t-elle. De toute évidence, elle ne les considérait pas comme des clientes potentielles. Peut-être les prit-elle pour des jeunes filles en quête d'un emploi. « Nous sommes des clientes de l'Ouest », répondit Mao Mao en suivant les instructions de la lettre. Comprenant le message, la serveuse les conduisit au fond du restaurant.
À peine furent-elles entrées dans une salle privée que l'apothicaire sentit la tension dans ses membres se relâcher. « Bonsoir !» La voix appartenait à un homme à lunettes de petite taille et aux cheveux ébouriffés qui sirotait une liqueur de fruits, ou peut-être un simple jus de fruits non alcoolisé. Il s'agissait du neveu et fils adoptif de l'excentrique stratège, en l'occurrence Lahan. Le garde du corps qui l'accompagnait parfois était lui aussi présent. Comme il n'ouvrait jamais la bouche, il était inutile de s'en préoccuper. « Vous êtes... Tu le connais ?» Un avait fait la connaissance du fonctionnaire le jour du malaise de l'excentrique au monocle. Yao, absente à cette occasion, le rencontrait pour la première fois. « Je suis ravie de voir que vous avez trouvé le restaurant sans difficulté. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous n'étiez pas venu. »« Je m'en vais, » déclara Mao Mao en tournant les talons. Yao lui attrapa le bras. « Pourquoi ? Attends, tu le connais toi aussi ?» C'était au tour de l'herboriste de subir son regard inquisiteur. « Il s'agit de maître Lahan. Mao Mao est la fille du commandant suprême, » révéla N. Elle connaissait donc le titre du stratège. Sans doute avait-elle mené quelques recherches de son côté. « Ce n'est qu'un étranger pour moi, » se défendit l'apothicaire, non sans grimacer. « Je vois que tu es bien informé, » déclara Lahan, admiratif, à l'intention d'Un. Qui ne se renseignerait pas sur un homme qui vient lambiner tous les jours sur son lieu de travail, même si sa conduite semble tacitement tolérée. Ce sombre imbécile. Il ne faisait que lui attirer des ennuis. Depuis qu'il s'était empoisonné tout seul, ses subordonnés le surveillaient d'encore plus près pendant ses repas. « Maître Lahan est le fils du commandant suprême, » ajouta Un. « C'est ton frère ?» demanda Yao. « Absolument, » répondit Lahan. « Pas du tout, » répondit Mao Mao. « C'est ton frère, oui ou non ?» insista Yao. L'apothicaire voulait à tout prix éviter de faire mauvaise impression auprès de sa consoeur, mais cette dernière la regardait d'un drôle d'air. « Alors tu étais de mèche avec eux depuis le début ?» Elle se faisait des idées, mais différentes de celles que l'herboriste redoutait. Comment lui en vouloir ? Mao Mao savait qui était à l'origine de cette histoire. « Tu fais erreur, » intervint Lahan. « Je n'ai que faire d'une personne incapable de résoudre une énigme aussi simple, quand bien même elle ferait partie de ma famille. Si nous confions cette mission à une sotte, notre sécurité à tous serait compromise. » Il plissa ses yeux de renard derrière ses lunettes rondes. Lahan ne défendait pas sa sœur, mais pensait vraiment ce qu'il venait de dire. Cet homme sournois avait déjà trahi ses propres parents et les avait chassés de leur maison. Un rictus se dessina sur les lèvres d'Un. Son expression tenait plus du sourire ironique qu'autre chose. Sans doute avait-elle entendu des rumeurs sur Lahan. Elle semblait beaucoup plus versée dans les arcanes du monde que Yao, qui observait le fonctionnaire avec perplexité. Elle est bien obligée si elle veut protéger sa maîtresse qui a grandi dans un cocon. Yao n'aurait pu rêver meilleure suivante. Ne restez pas debout, il est plus agréable de discuter autour d'un bon repas. L'apothicaire prit place à table sans rien cacher de sa contrariété. Étant donné le rang de Lahan, ce serait à lui de régler la note. Autant en profiter pour commander des mets coûteux. « Vous savez tout, » conclut le fils adoptif de Latsan d'un ton léger. Ces explications n'auguraient rien de bon. Mao Mao comprenait pourquoi il s'était donné la peine de réserver une salle privée dans un restaurant de luxe. Les informations qu'il détenait devaient à tout prix rester confidentielles. Pour faire court, Lahan était impliquée dans la venue d'Aijino Rogong. Rien de nouveau jusque-là. La jeune femme originaire de Shao avait affirmé que ses ennemis politiques tentaient de s'emparer du pouvoir et qu'elle craignait pour sa vie. Si elle avait demandé au pays de Li d'exporter des denrées alimentaires, c'était avant tout afin d'assurer ses arrières. Pendant les périodes de famine, détenir des réserves de provisions s'avérait capital. Elle cherchait un atout maître dans ce jeu dangereux. Cela n'a, hélas, pas découragé ses ennemis, leur avait précisé Lahan. Elle était navrée d'abandonner son peuple, mais se faire assassiner n'aurait de toute façon servi à rien. Elle avait donc pris la décision d'entrer à la cour intérieure du pays de Li. En apparence, son arrivée n'était pas une demande d'asile. Au contraire, elle pouvait passer pour une volonté de renforcer les liens entre les deux nations. Toute cette histoire laissait Mao Mao pensive. « Une question » demanda Lahan. « Non,
Je me disais simplement que les femmes de Chaou faisaient preuve d'une sacrée détermination. L'attitude impensable à Li. Attitude impensable à Li. Hors du Rogong, les femmes ne pouvaient espérer se hisser à un rang plus élevé que celui d'un homme. Même les dames de la cour, bien que fonctionnaires, considéraient leur emploi comme un moyen d'améliorer leurs perspectives de mariage. Les femmes s'avéraient fort utiles pour contracter des unions politiques, mais elles ne disposaient jamais d'autant d'influence qu'Aijin, ou presque. « Tu ne le savais pas ?» se moqua Yao. Elle était ravie de découvrir qu'elle connaissait une chose que l'herboriste ignorait et brûlait de le lui expliquer. Mao Mao la trouvait de plus en plus charmante. « Chaou repose sur 2 piliers, le roi et la grande prêtresse, lui révéla-t-elle. Ce n'était pas la première fois que l'apothicaire entendait parler de la prêtresse, dont les prévisions influençaient la vie politique de la nation. Plus tôt dans la journée, Lomen y avait fait allusion en employant l'expression « croire en la grande prêtresse ». Est-ce que vous m'entendez ou pas, le chat? Absolument, approuva Lahan. Quelle experte! Le passionné de chiffres était enchanté de discuter avec 2 jeunes filles aussi ravissantes que Yao et En. Jusqu'ici, le roi a toujours eu le dernier mot dans les décisions politiques. A toujours eu le dernier mot dans les décisions politiques, mais la situation a évolué ces dernières années, précisa-t-il. Avant, les prêtresses n'étaient que des jeunes filles au rôle symbolique. Elles n'officiaient que quelques années. Une décennie tout au plus, car seules celles qui n'avaient pas encore eu leur menstruation pouvaient recevoir ce titre. La prêtresse actuelle a passé les 40 ans, poursuivit Yao. Elle est plus âgée que le roi et s'y mise dans des affaires du pays, alors que les prêtresses en sont normalement tenues à l'écart. Ce faisant, elle a renforcé l'influence des femmes dans la sphère politique. « Je vois, » répondit l'herboriste. Ces explications éclairaient sa lanterne, bien qu'elle ait déjà eu connaissance de certains éléments. Il faut que je fasse une petite pause. Je n'ai plus le chat. Plus du tout. Ça bug. Ah mais c'est Twitch qui a l'air de bugger? Ou pas? Oh, Twitch est en PLS. Bon, je finis le chapitre, il sera enregistré. Donc c'est pas grave. Cette femme n'est toujours pas réglée à 40 ans. Ce détail retint l'attention de Mao Mao. Le cas était plutôt inhabituel et plusieurs raisons pouvaient expliquer son aménorrhée. Elle aurait aimé savoir ce qu'en pensait la prêtresse. Toute cette histoire piquait sa curiosité. Cette situation ne connaît pas de précédent, s'enquit-elle. Justement, c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici, répondit Lahan tout en savourant ses oreilles de porc. Laissez-moi vous expliquer. Ce n'est pas la première fois qu'une prêtresse attend en vain ses lunes. Néanmoins, quand une telle situation se présente, l'usage veut qu'elle soit remplacée à ses 20 ans. Une coutume qui s'avérait tout à fait sage d'un point de vue politique et symbolique. Alors, pourquoi personne n'a pris la relève cette fois-ci? La prêtresse actuelle est spéciale. Lahan sortit un papier où figurait le portrait d'une jolie femme aux cheveux remarquablement pâles. Il ressemblait fortement au tableau que Mao Mao avait vu chez l'artiste à qui elle avait porté secours, il y a peu, qui représentait une jeune fille aux cheveux blancs et aux pupilles rouges. « Elle est albinos, » continua-t-il. « Les fillettes susceptibles d'être choisies doivent répondre à certains critères, mais le plus important est la blancheur du teint. Les albinos étaient rares, même parmi les grandes prêtresses. Cela expliquait pourquoi elle avait conservé son statut en dépit de la tradition. L'herboriste garda le silence, mais les pièces du puzzle se mettaient en place dans sa tête. « Voulez-vous connaître l'identité de la femme au teint pâle ?» Elle se remémora le modèle que l'artiste avait prétendu avoir rencontré dans les contrées de l'Ouest. S'agissait-il de la grande prêtresse? L'âge qu'elle aurait eu à l'époque concordait avec la représentation qu'il en avait faite. Les albinos ne fabriquaient pas la substance qui pigmentait la peau.
Certains naissaient sans que rien ne le laissât prévoir, tandis que certaines lignées étaient plus sujettes à ces affections. Quoi qu'il en soit, ils étaient aussi peu communs à Li qu'à Shao. La prêtresse souffre d'une maladie, révéla la Han. Elle est venue dans notre pays pour se faire soigner, mais aucun homme, fût-il un eunuque, n'a le droit de poser la main sur elle. Je comprends mieux pourquoi le poste d'assistante médicale a été créé. Exact. Compte tenu de ses origines, du long voyage qu'elle a entrepris et surtout des incidents diplomatiques susceptibles de survenir, nous avions besoin de personnes avec une excellente capacité d'adaptation. Ce qui expliquait l'étrange examen que toutes les trois avaient passé. Que se serait-il arrivé si nous avions tout échoué, sans qui N.N. Nous aurions fait appel à quelqu'un d'autre, en dernier recours, bien entendu. À qui pensait-il? Une femme à qui les habits d'homme seillaient à ravir vint à l'esprit de l'apothicaire. Si l'on faisait fi de ses origines, Swiley était la personne parfaite pour cette mission. Il préférait probablement éviter de faire appel à elle, étant donné son statut de prisonnière. Je sens dame Aijin très soucieuse de l'état de santé de la prêtresse. Cette dernière lui servirait-elle de bouclier face à ses ennemis? Demanda N.N. En quelque sorte, répondit la Han. Une réponse au mieux évasive. Mao Mao ne relevait certes pas de contradiction dans son discours, mais quelque chose clochait. Les meilleurs mensonges contenaient toujours une part de vérité. Son instinct lui disait que le fonctionnaire ne leur mentait pas, mais sans pour autant leur dire tout ce qu'il savait. Et si je le poussais à se trahir? Tentant, mais dangereux. En jouant mal le coup, Un et même Yao risquaient d'en apprendre un peu trop. L'apothicaire jugea préférable de garder le silence, pour le moment.